Qui a provoqué le conflit avant tout? Donc il y a une formule, une très belle formule qui est attribuée souvent à Montesquieu. Les responsables de conflits sont non seulement ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables. Donc là, vous savez, si on retrace l'histoire, vers 2014, l'arrivée au pouvoir de ce régime ultranationaliste propulsé au pouvoir par les forces extérieures, notamment par les États-Unis et leurs alliés. Et là, maintenant, tout cet engrenage avec les années, le régime qui terrorise sa propre population, le régime qui fait rien pour éviter la guerre, mais bon, qui fait tout pour déclencher, pour que ce conflit ait lieu. Donc finalement, voilà, les responsables sont qui? On ne va pas refaire toute l'histoire tout de suite, on va y faire par échelon, mais là-dessus quand même votre réponse générale. Oui, la responsabilité, elle est clairement russe. En 2010, l'Ukraine a renoncé à sa candidature à l'OTAN. Et j'étais à l'OTAN à l'époque, en réalité c'est un soulagement côté OTAN. Il y avait des tas de raisons à ça. Et l'Ukraine a renoncé. En 2014, il y a eu cette révolution pour un État qui lui-même est né d'une révolution. Vous êtes peut-être mal placé pour juger de la légitimité de celle-là. Et à ce moment-là, il y a eu l'agression russe, la Crimée, le Donbass. Donc, qui est le premier agresseur? Si l'État russe ne s'était pas mêlé des affaires intérieures de l'Ukraine, on n'en serait pas là. Voilà. Si on reste un instant aux armes, qui dit plus longue portée dit possibilité de frapper derrière les lignes russes, voire sur le territoire russe. Est-ce que vous estimez qu'il y a une légitimité des Ukrainiens en légitime défense à frapper en Russie? Ils sont légitimes à frapper toute cible militaire, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu quelques frappes en territoire russe. Ils sont parfaitement légitimes à le faire à partir du moment où ce sont des frappes sur des objectifs militaires et en particulier liés à l'opération en cours. Voilà. Maintenant, ils ont trop peu de munitions pour en consommer beaucoup côté russe, a priori. Exactement, en général, les cibles militaires. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que chaque jour, méthodiquement, régulièrement, les parties ukrainiennes bombardent les quartiers résidentiels dans les villes, dans les localités, les écoles, les hôpitaux, vraiment les bâtiments qui n'ont rien à voir avec l'infrastructure militaire. Et chaque jour, c'est les citoyens ordinaires, les gens, les civils qui meurent. À ce chapitre-là... Est-ce que c'est la légitime défense? Il n'y a pas de défense du tout. Ce mot-là, ce n'est pas du tout impertinent. À ce chapitre, chacun pourra juger des proportions. Mais on est bien d'accord que la destruction de Mariupol, par exemple, très grande ville civile ukrainienne, c'est un des exemples majeurs qui montre que la Russie a frappé des habitations civiles à un échelon aussi énorme. Donc, tout d'abord, Mariupol, c'est comme le phénix, est en train de renaître de ses cendres. Donc là, vous avez montré sur votre chaîne les vidéos comment les nouveaux bâtiments sont construits et sont mis en service. Les clés sont dans une ambiance solennelle transmises à des nouveaux disons, locataires de ces appartements, et tout va bien. Mais bon, pourquoi la ville a été détruite? Mais parce que ces défenseurs, qui sont plutôt défenseurs, là, ils se cachaient derrière ces bâtiments, ils se cachaient dans ces bâtiments, ils se cachaient derrière les dos des civils. C'est avec le genre que vous débattez, mais on ne peut pas vous laisser dire tout va bien. Quand on voit ces images, non, tout va pas bien. Il y a une destruction à un échelon incommensurable d'une ville de l'Europe, et évidemment, aux yeux de nous, Européens de l'Ouest, c'est un crime de guerre. Enfin, il est clair que l'artillerie russe dispose de beaucoup plus d'obus que l'artillerie ukrainienne et qu'elle détruit beaucoup plus d'objectifs civils que l'artillerie ukrainienne. C'est un simple rapport, un rapport du nombre. Et puis, je me félicite de la reconstruction de Mariupol. Fondamentalement, je n'avais pas compris que la Russie était partie dans un plan d'urbanisme dans le Donbass, si vous voulez. C'est un peu cher payé quand même. C'est cher payé, oui. L'Ukraine avait toutes les chances de ne pas payer ce prix-là et avoir ces régions dans l'intérieur, disons, de leur pays. Il y avait des accords de Minsk qu'il fallait tout simplement mettre en œuvre. Et c'est tout, sans un seul coup de fusil, sans un seul coup de tir. L'Ukraine a préféré la guerre. Avant de refaire toute cette histoire-là, si on reste au thème de la livraison d'armement, de frapper à l'intérieur même de la Russie, est-ce que oui ou non, les Ukrainiens, selon vous, sont légitimes à frapper même jusqu'à Moscou, des infrastructures près de Moscou? Pendant les guerres précédentes, les Français attaqués par les Allemands ou les Soviétiques attaqués par les Allemands se jugeaient légitimes à viser jusqu'à Berlin. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens de l'OTAN pourraient viser, ou plutôt l'Ukraine, pardon, pourrait viser jusqu'à Moscou? L'Ukraine aurait le droit sur des cibles militaires. Maintenant, est-ce son intérêt? Franchement, je ne pense pas. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont fait une guerre limitée aux objectifs, comme on dit, de valeur opérationnelle
pesant dans le théâtre d'opération, pour l'essentiel sur le territoire ukrainien, soit dit en passant. Et voilà, pour l'instant, les Ukrainiens limitent la guerre à quelques frappes très spécifiques et mineures. Hein, près, ils ont limité la guerre au territoire ukrainien. On a vu, ces batteries de défense antiaérienne sur des toits à Moscou. Ça veut dire quoi? Que vous avez peur? Non, pas du tout, mais il faut être prêt à toute éventualité, parce que si avec cette nouvelle étape de l'engrenage, avec la livraison des armes, des munitions de longue portée, etc., il faut s'attendre à tout. Mais en tout cas, la riposte sera ferme, ça c'est sûr. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si une frappe substantielle a lieu en territoire russe, que se passe-t-il? Mais si vous avez bien remarqué, la partie russe ne bombarde pas les bâtiments, disons, administratifs ou les bâtiments qui servent à défense civile. Donc là, Kiev vit la vie normale. Donc là, vous parlez des frappes sur Moscou. Mais à Kiev, les délégations étrangères visitent Kiev régulièrement. Presque chaque jour, il y a quelqu'un qui vient et tout va bien. Enfin, à travers les villes d'Ukraine, il y a quand même beaucoup de destruction de tous les côtés. Alors peut-être que Kiev, vous avez été, entre guillemets, plus gentil avec Kiev, mais il y a quand même pas mal de villes et de villages qui ont ramassé. Enfin, ceci, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'intérêt à... L'Ukraine est ravagée, c'est un fait. Voilà, il y a deux parties qui se font la guerre en Ukraine, ça ravage l'Ukraine. Ça, c'est un fait. L'ancien président Medvedev, qui est vice-président de votre Conseil de sécurité en Russie, dit qu'une défaite russe peut enclencher une guerre nucléaire. Est-ce que c'est, selon vous, une menace réelle? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est une manière de faire peur inutilement, réellement, l'un et l'autre? Qu'est-ce que vous dites à cela? J'y crois pas. L'Ukraine est le cas type du conflit régional limité. Alors, il n'est pas limité dans les moyens, parce qu'il y a une belle débauche de moyens. Mais on est clairement entre deux alliances nucléaires qui ont sanctuarisé leur propre territoire. La Russie est de fait sanctuarisée à 3 piqûres de moustiques près, et le territoire de l'OTAN est sanctuarisé. Et le problème, le malheur, c'est que l'Ukraine, elle, n'est pas sanctuarisée. Mais elle est hors du débat nucléaire. Vous avez prononcé un mot qui est un mot limité, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que ce conflit perd toutes ses limites. Les lignes rouges sont franchies l'une après l'autre avec toute cette escalade des derniers mois. Et pour nous, pour les Russes, c'est évident que c'est pas l'Ukraine en fait qui est en jeu. Pour l'OTAN, c'est autre chose. Donc l'objectif principal, c'est mettre la Russie au genou. Donc là, peu importe le prix, l'OTAN est prêt à investir tous les moyens nécessaires pour justement pour vaincre la Russie sur le champ de combat, ce qui est impossible. Donc là, c'est une guerre beaucoup plus large qu'une guerre en Ukraine. Vous êtes en guerre contre l'OTAN? Non, c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie. Sous forme hybride, peut-être pas directement, mais en principe, cette forme hybride, ça devient de plus en plus évident. D'abord, la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, elle n'a pas été voulue par l'OTAN, par aucun des membres de l'OTAN. Ils ont tout fait pour éviter ça. Il faut quand même leur reconnaître ça. Ils ont tout fait et ils ont trop fait pour éviter ça. Ils ont été trop gentils, ils ont été trop crédules vis-à-vis du régime Poutine. Ils ont cru dans les promesses de Poutine. Ils ont cru que le président Poutine, il fallait lui donner une chance pour la paix, et on voit le résultat. Donc voilà, c'est vraiment à son corps défendant que l'OTAN et ses amis se retrouvent impliqués indirectement dans cette guerre. Alors maintenant, ce que fait l'OTAN, c'est pas pire que ce qu'a fait l'Union soviétique pour la Corée du Nord en 1950, pour le Nord-Vietnam, pour Mao d'ailleurs en 1945. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont des chars soviétiques qui sont allés à Saïgon s'emparer du palais présidentiel. Donc là, l'OTAN fait vis-à-vis de l'Ukraine exactement ce que l'Union soviétique a fait avec constance et application à l'égard des pays amis et frères. Voilà, c'est rien de plus. Au fond, c'est une opération militaire spéciale de l'OTAN. Bon, si vous croire, donc l'OTAN, c'est vraiment les gentils qui font jamais mal à personne et vraiment c'est que des amis. Mais bon, c'est l'OTAN qui s'est rapproché tout près de nos frontières après 5 vagues de l'élargissement. C'est l'OTAN qui continue à déployer l'infrastructure militaire près de nos frontières, à organiser les exercices militaires de l'Arctique jusqu'à la mer Noire. Et c'est toujours l'OTAN qui est impliqué dans tout un tas de choses qui menacent directement à notre sécurité. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la menace directe, même plus que directe, à notre pays. Car si vous déployez les armes, les missiles balistiques à la frontière russe en Ukraine, ça prendra combien? 5 minutes pour arriver à Moscou?
Pour un missile balistique, on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire que vous n'accepterez jamais que l'Ukraine soit dans l'OTAN? C'est impossible, c'est hors de question. Ce sera toujours la guerre plutôt que ça? Mais c'est pas toujours la guerre, mais aujourd'hui, nous sommes en conflit, notamment à cause de ça. Mais je vous ai dit au début, l'Ukraine avait renoncé à devenir membre de l'OTAN en 2010. Et vous lui avez fait le coup de la Crimée après. Depuis, ouais. Donc l'Ukraine n'était pas une menace. En plus, l'OTAN, attendez. L'OTAN, c'est quand même des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. La France, premier investisseur étranger en Russie jusqu'à avant-hier, si je veux dire. L'Allemagne, votre premier client. Et avec une position amicale à votre égard et compréhensive à l'égard de la Russie. Donc quand vous dites l'OTAN nous encercle, en quoi être voisin fait de nous une menace? La Belgique est un voisin de la France. Ce n'est pas une menace. La France est une voisine de la Suisse. Elle n'est pas une menace. Exactement. On a le droit d'être voisin sans être une menace. C'est vous, c'est votre pays qui a cette mentalité, cette crainte obsidionale de ce voisin est par définition un ennemi. Mais ce n'est pas le cas. Mais non, restons voisins, en bon voisinage. Pourquoi vous vous rapprochez de nos frontières? Pourquoi vous le faites? Restez chez vous, tout va bien. L'Union soviétique, il n'y en a plus, donc la guerre froide est terminée, mais restez alors là. Soit il faut que le temps se dissout, soit il faut qu'il reste où il était. Mais pourquoi se rapprocher de nos frontières? Quel est le sens? Alors si vous êtes vraiment amis. Alors, déjà, l'encerclement de la Russie par l'OTAN, 5 pays sur 14 de vos voisins, 1625 km sur 22 000 km de frontières terrestres pour la Russie. Pour parler d'encerclement, on a fait mieux. Et un des résultats de la crise actuelle, c'est que vous allez gagner sans doute 1300 km de plus de frontières avec l'OTAN, qui était impensable il y a un an. Donc, c'est vous qui, par votre menace permanente sur vos voisins, comme l'exercice Zapad 2011, qui a été très mal perçu par les pays baltes, parce que quand on voit le thème de Zapad, très franchement, on ne peut pas dire que c'était amical. Hein. Même votre ambassadeur l'avait reconnu ce jour. Revenons à la question des voisins. Vous avez parlé des voisins. Alors oui, autour de la France, vous avez vraiment de bons voisins. La Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, oui. Mais lorsque, à vos côtés, vous avez un pays avec un régime à sa tête qui est ouvertement ultranationaliste et russophobe, le régime qui s'arme chaque jour, le régime qui est sponsorisé de l'extérieur et qui se met comme objectif de récupérer les territoires, disons, qui sont les vôtres déjà, de vous attaquer et puis, à un moment donné, déclare ouvertement ses ambitions d'avoir les armes nucléaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Pardon, quand vous dites qui sont les vôtres, vous pensez à quoi? Les territoires qui sont les vôtres? Mais par exemple, la Crimée. La Crimée. L'Ukraine s'est fixée comme objectif officiellement récupérer la Crimée. À quoi vous pensez quand vous dites c'est territoire russe? Non, mais là, par exemple, moi, j'avais en vue l'exemple de la Crimée. Parce qu'en 2019, l'Ukraine, officiellement, s'est fixée comme objectif de récupérer la Crimée. Ça, c'est la Russie. De facto, de jure, pour toujours, c'est la Russie. Ça a été la Russie et ce sera la Russie. Donc là, si l'Ukraine est dans l'OTAN et si elle veut un jour, d'ici le lendemain, récupérer la Crimée et entre en guerre avec la Russie, c'est tout le temps qui doit entrer en guerre avec la Russie. Ce sera la Troisième Guerre mondiale, ce sera la fin du monde. Alors, est-ce que c'est vraiment si nécessaire et indispensable d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN? Quelle valeur ajoutée à l'OTAN va apporter l'Ukraine? Général. Tout votre discours est fondé sur de facto et de jure. De facto, la Crimée est sous contrôle russe. De jure, la Crimée n'est pas russe. Le droit international, ça s'appelle le droit international. Ce n'est pas le droit moscovite. Ce n'est pas Moscou qui décide de qu'est-ce qui est le droit international. C'est la communauté internationale. Donc, par traité, admettons, en 1872, la France a perdu, par le traité de Francfort, l'Alsace-Lorraine. C'était le droit international. La France l'a reconnu. Il a fallu la Première Guerre mondiale pour remettre ça en cause. Donc, la Crimée n'a jamais été reconnue, même pas par la Chine, même pas par l'Inde, même pas par le Mexique, par la République de Djibouti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous dites de jurer la Crimée ukrainienne, mais non. En droit moscovite, peut-être, mais pas en droit international. L'essentiel, c'est que la Crimée a été reconnue russe par les habitants de la Crimée, qui ont voté au référendum et ont voté à 96% pour leur attachement avec la Russie. Est-ce que la Russie a reconnu ce fait et la Russie a admis la Crimée dans sa grande famille? Cela contesté par la communauté internationale, vous le savez. Mais écoutez, la chose la plus importante, c'est que c'est accepté par les habitants, je répète, et par la Russie. Donc là, c'est la première chose. Deuxièmement,
Quand vous pensez du droit international, alors dans le cas du Kosovo, alors l'arrachement de ce parti serbe, c'est le cœur de la Serbie. Pour chaque Serbe, c'est quelque chose de vraiment qui tient chaque Serbe à cœur. Donc quand Kosovo était arraché de la Serbie, c'était selon quel droit, de quelle planète internationale ou locale, quoi. Quand le Parlement, même sans le vote des habitants, sans rien, le Parlement local décide de proclamer l'indépendance et c'est reconnu tout de suite par les pays occidentaux. Alors c'est selon quel droit? Je suis d'accord avec vous, M. Makogonov. Maintenant, vous parlez des élections. Il y a eu des élections au Kosovo à l'heure actuelle. L'immense majorité de la population a voté pour l'indépendance du Kosovo, dans un référendum beaucoup mieux orchestré, contrôlé supervisé par la communauté internationale, dans des conditions tout à fait autres que le référendum fantoche et à la limite de la plaisanterie, enfin c'était pas drôle, donc c'est pas une plaisanterie, organisé en Crimée. Il y avait eu un référendum en Crimée en 1991, au moment 56% des voix étaient pour l'indépendance de l'Ukraine. Exactement. Si on tient compte du vote populaire, à ce moment-là, ok, parlons du Kosovo, et il faudrait que les Serbes reconnaissent que le Kosovo n'est plus serbe. Mais comment il peut reconnaître selon quel droit? Si vous reconnaissez de la même manière, puisque vous reconnaissez le primat du vote populaire, eh bien allez faire des élections au Kosovo aujourd'hui, et vous verrez que très clairement le Kosovo n'est plus serbe. Mais alors la Crimée n'est plus ukrainienne, de la même manière, selon la même logique comme la vôtre. Non, parce que votre référendum en Crimée est une insulte à la raison et à la façon d'organiser des référendums. C'est un référendum avec le fusil sur la tempe. Mais écoutez, quand la Suisse organise les référendums pour n'importe quelle question, même au niveau local, alors ça c'est la pratique démocratique normale. Pourquoi les habitants de la Crimée ne peuvent pas organiser un référendum chez eux pour voter justement leur attachement à la Russie? Tout le monde sait que dans le référendum que vous avez organisé, les gens qui étaient contre n'ont pas pu faire campagne, que les votes étaient déjà faits avant, que les Tatars n'ont pas été en mesure de voter, etc. C'est un référendum dont vous avez choisi les votants, en réalité. Donc il est sans valeur. Mais admettons, dans une situation post-guerre, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'à terme, un vrai référendum, pas un référendum à la russe, un vrai référendum, supervisé par exemple par l'OSCE, pourrait être une façon d'aborder le problème. Dans le rapport de force, et pas seulement dans la discussion historique, est-ce que la Crimée, pour vous, est la chose non négociable? Est-ce que jamais vous ne lâcherez la Crimée? Donc, tout d'abord, c'est une chose non négociable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça contredit même à la constitution russe qui interdit toute tentative, toute idée d'aliénation de notre territoire. Donc voilà, c'est inconstitutionnel tout simplement. C'est non négociable, c'est tout. Point barre. Général. Oui, c'est la constitution russe. Ce n'est pas le droit international, M. Makogonov. C'est la constitution russe. Je comprends que la Russie se soit mise dans une situation compliquée aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec les 4 nouveaux votes dans le Donbass. Vous vous êtes compliqué la vie pour plus tard, ça c'est sûr. Ce n'est pas le droit international. Donc quand vous dites de jurer, précisez. De jurer Moscovite. Lors du référendum à Mayotte en 1976, la France a reconnu le résultat de ce vote. Mayotte est restée française, donc c'était quoi le problème? Donc là, c'est le même référendum. C'est le même référendum, la même procédure démocratique que nous avons organisée en Crimée, puis dans le Donbass, à Kherson, à Zaporijie, avec le vote, avec les gens qui votaient, avec les résultats qui étaient comptés, même avec les observateurs internationaux qui étaient sur place. Quelles que soient vos considérations, l'usage de la force, l'usage massif de la force, c'est-à-dire l'agression du territoire